Et bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture du mois de mai. Même si on est déjà en juillet, mais faut commencer à avoir l'habitude. C'est un très bon, très bon mois. J'ai pas beaucoup de lectures, j'en ai que 5, mais que du bonheur. Du coup, on est parti. Pour ce bilan lecture, on va parler pas mal de Jules Verne, parce que j'ai lu pas mal de choses qui tournent autour de lui, que ce soit son œuvre ou de bouquins où il est personnage principal. Et je vais commencer tout de suite avec le plus gros morceau de ce book haul. Il s'agit de L'île mystérieuse de Jules Verne. Donc, vous pouvez voir ma superbe édition qui est la plus belle du monde. L'île mystérieuse tome 1 en fait, parce qu'il y a 3 livres en tout dans l'île mystérieuse. Et donc celui-là ne contient que les 2 premiers, avec les illustrations d'origine, qui sont super belles. Et je dois dire que j'avais jamais lu une mystérieuse, c'était ma première vraie lecture, et au début j'étais un peu mitigée, parce que tout le premier livre, en fait, raconte l'installation des naufragés sur l'île mystérieuse. Il ne se passe rien d'autre que eux qui arrivent et qui doivent se démerder pour survivre. Et c'est un peu très technique et très long. Très fastidieux même, je dirais. Ça se décante après, mais ce premier livre, en fait, qui fait presque 200 pages ou 150, je sais plus, il faut le passer quand même. Enfin, je vais pas vous mentir, c'est un peu... ouais, c'est fastidieux à lire. L'île mystérieuse raconte l'histoire de 5 hommes, il n'y a pas de femmes dans l'île mystérieuse bien sûr, américains, qui s'enfuient parce qu'ils ont été prisonniers pendant la guerre de sécession, donc ils sont contre l'esclavage, ils ont été faits prisonniers par les sudistes, et ils s'échappent en ballon. Et ils se perdent pendant une tempête et ils se retrouvent sur une île qui apparemment n'est sur aucune carte. Oui, nous allons y revenir, mais un des personnages peut vous dire avec le soleil et tout ça où est-ce que vous êtes sur le monde et c'est plutôt génial. Il y a un marin, un journaliste, un ingénieur, Cyrus Smith, un ancien esclave d'ailleurs, son ancien esclave à lui, et un jeune homme, un jeune garçon, je dois avoir 15-16 ans, et leur chien. Voilà, donc tout ce petit monde se retrouve sur l'île. Et en fait, j'ai envie de vous parler d'un personnage en particulier parce que c'est un peu lui le héros. C'est lui qui porte en fait cette volonté qu'on avait à l'époque de promouvoir la science et que l'homme du 18e siècle, 19e siècle était un homme de science. C'est Cyrus Smith, l'ingénieur. Alors je suis ingénieur personnellement de formation, voilà. Mais quand je lis tout ce que Cyrus Smith en tant qu'ingénieur sait faire, j'ai l'impression d'être la dernière des débiles. Parce que Cyrus Smith est ingénieur S arme de jet antique, donc arc, il peut même leur faire des carabines avec rien. Il est docteur S métallurgie, monsieur fait des fours et des poteries et après il fait fondre du métal. Il est docteur et ingénieur S ponts et chaussées, monsieur assèche des lacs, fabrique de la dynamite avec rien et construit des maisons, voilà, enfin plein de trucs, c'est un peu un dieu sur terre, et d'ailleurs tous les personnages disent que si Cyrus n'était pas là, ils se laisseraient tous mourir de désespoir. Donc, c'était assez drôle à lire, un peu frustrant parce qu'on se dit, il se fout de moi quand il dit qu'il va leur faire des vitres en verre pour leur maison, mais non, puisque Cyrus le fait, Cyrus est le messie. Du coup, voilà, mais c'est une bonne lecture, si vous avez envie de savoir comment faire de la nitroglycérine maison, liquide, attention c'est dangereux, ne le faites pas chez vous, mais si vous voulez quand même le savoir, tout est écrit là-dedans, voilà. Il y a plein de choses intéressantes, on voit plein de notions de chimie et de choses comme ça, c'est vraiment, voilà, c'est l'apanage de la science. Et c'est très intéressant, c'est vraiment long au début, il faut aimer en fait, je pense, mais je vais pas vous mentir que je pense aussi que vous pouvez sauter ces passages-là, ou les lire en diagonale si ça vous intéresse pas, pour aller plus vite au cœur de l'histoire et sur le secret de l'île. Mais donc voilà, j'étais assez contente d'avoir lu ces 2 premiers tomes, et je vais essayer de me procurer la suite assez vite. Pour rester dans la veine de Jules Verne, j'ai lu La Lune seule le sait de Johan Elio, qui est un roman steampunk, fantasy, enfin science-fiction steampunk que j'ai adoré. On se retrouve en 1889 pour l'exposition universelle, et Napoléon a continué à régner, donc il y a un Napoléon IV, je crois, il me semble, qui est devenu un peu mégalo, comme ses ancêtres, depuis que la France et l'Angleterre ont été contactés par une race alien qui s'est installée sur la Lune et qui nous a fourni en fait de grandes avancées technologiques en échange d'aide pour réparer leurs vaisseaux. Et du coup, il y a toute une colonie qui s'est installée sur la Lune.
et qui commence à être ouverte, enfin qui va bientôt en tout cas être ouverte au public et sur laquelle pour l'instant on ne trouve que des prisonniers qui travaillent pour construire la base. Et Jules Verne est appelé par la Résistance, donc, qui lutte contre l'Empire de Bonaparte, pour aller en tant que journaliste sur la Lune, enquêter sur ce qui se passe et mener la résistance qui s'est établie parmi les prisonniers de la Lune. Et on sait tous que Jules Verne, en fait, dans l'histoire, est celui qui a instigé les premiers voyages sur la Lune. Et du coup, c'est un peu c'est-à-dire que sa propre identité, c'est sa couverture, parce que la police se doute il tremble plus ou moins dans des histoires révolutionnaires, mais ils n'en ont pas la preuve, et comme c'est un personnage respecté, ils peuvent pas trop aller l'attaquer comme ça. Donc il y a toute une histoire d'espionnage sur la base lunaire, qui est vraiment sympa. Jules Verne est un personnage vraiment super cool. J'ai trouvé que le mix extraterrestre steampunk était vraiment super intéressant et très bien exploité, et mention spéciale pour la police de Paris et pour Napoléon Bonaparte, qui est vraiment super intriguant. Et voilà, si vous voulez lire de la SF contemporaine vraiment sympa et qui change, je vous conseille La Lune seule le sait, parce que gros coup de cœur. Continuons maintenant dans la liste des belles lectures. J'ai lu, grâce à ma sœur, Gengis Khan, L'homme qui aimait le vent de José Frêche, et qui raconte en fait toute l'adolescence de Gengis Khan, enfin en tout cas de celui qui deviendra Gengis Khan depuis son enfance, donc quand il a 6-7 ans, jusqu'à ce qu'il essaye pour la première fois de prendre un peu d'importance politique au sein de son peuple. Et c'était vraiment une fresque super intéressante. J'ai adoré apprendre plein de choses sur comment Gengis Khan vivait, comment les nomades vivaient. C'est hyper documenté, il y a plein d'infos. Il vous décrit des paysages, vous avez l'impression d'être dans la steppe, c'est assez incroyable. Leur façon de vivre, leur façon de communiquer, leur façon parfois rude, leurs relations entre frères et sœurs, ou entre demi-frères et demi-sœurs. Enfin, c'était vraiment super intéressant, j'ai trouvé ça... ça glissait tout seul, on a l'impression de chevaucher avec eux et de se laisser porter par l'histoire. Je vous en dis pas beaucoup plus parce que j'aimerais garder un peu ce livre pour le projet Sun and Book de cet été. Je pense que vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une grande chaîne de booktubers où nous allons tous nous relayer pour vous parler d'un livre chaque jour. Et dans la vidéo que je ferai, je vais vous parler de la suite de ce livre. Donc on se retrouve à ce moment-là. Je vais donc passer aux deux derniers bouquins. Il s'agit de fantasy. Et là, j'ai envie de dire, il y a du très bon et du méga coup de cœur de la life pour toute la vie, quoi. Donc, tout d'abord, je vais commencer avec le tome 2 du Paris des Merveilles, l'élixir d'oubli de Pierre Pével. Si vous vous rappelez, dans une précédente vidéo, j'avais parlé du tome 1 et j'avais dit que j'avais été assez déçue parce que j'arrivais pas trop à accrocher à la relation entre Griffon et Ophélia, aka la baronne de Saint-Gilles. Mais j'avoue que dans ce tome-là, j'ai adoré suivre leurs histoires et je pense que c'est parce que ce livre-là se concentre un peu plus sur un événement qui a lieu dans leur passé commun. Et j'ai trouvé que ça marchait mieux. Vraiment, ça marchait mieux. On découvre un Griffon qui est vachement plus jeune, qui est beaucoup moins blasé, et on découvre en fait des événements importants qui se sont passés dans le passé et qui sont évoqués seulement dans le tome 1. Et je pense que c'est ça qui m'a frustrée à l'époque, c'est que j'avais envie de savoir ce qui se passait et qu'on ne nous en parlait pas du tout dans le tome 1, mais en fait tout est raconté ici. Donc si jamais vous aimez le Paris des Merveilles, foncez sur le tome 2 que je trouve autant dans l'écriture que dans l'histoire beaucoup plus abouti que le tome 1. En plus la couverture encore une fois est magnifique. J'avais un peu peur en me lançant dedans d'être déçue, mais du coup vu que je m'attendais pas à grand chose, et j'étais très agréablement surprise et j'ai beaucoup aimé ce tome. Du coup je vais acheter le 3e en espérant avoir une nouvelle bonne surprise. Il est temps maintenant de vous parler de mon coup de cœur ultime du mois de mai et du mois d'avril et du mois de juin, et je pense que c'est un de mes coups de cœur de l'année 2016. Je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps du tome 1 de cette saga qui s'appelle La Voix des Oracles d'Estelle Faye. Tia, et voici que en mai, j'ai pas pu résister, j'ai lu le tome 2, Enoch. Donc encore une fois, Srino lui a fait des couvertures absolument dinguissimes, elles sont trop belles. Mais en plus, ce tome 2, j'ai même pas de mots. Voilà, je l'ai adoré, mais je trouvais que le tome 1 était super bien parce qu'on apprenait des choses. Je trouvais qu'avec Tia, en traversant toute la Gaule, on apprenait plein de choses, mais mon Dieu, ce tome 2, il m'a filé des frissons du début à la fin. Il est grandiose, le 1 était génial, mais celui-là le surpasse encore tellement.
Franchement, si vous avez aimé le tome 1, foncez sur le tome 2. On continue de suivre le périple de Tia, d'Ailus, je pense qu'on dit comme ça, et d'Enoch à travers la Gaule pour essayer de trouver où vont la mener les visions de Tia. Sauf que à un moment, ils vont être séparés et on va pouvoir se concentrer un peu plus sur Enoch qui, je trouve, après c'est personnel, hein, mais je trouve que c'est le personnage le plus intéressant et le plus fouillé et le plus abouti et le plus complexe de toute cette trilogie. Parce que, contrairement à Tia, qui est vierge en fait quand on la rencontre, même elle le dit, elle connaît rien de la vie, elle débarque, enfin elle a vécu enfermée toute sa vie, et ok, elle a le caractère pour se dire je pars sur la route, mais au final elle a jamais rien vécu, et elle est assez lisse d'une certaine façon, même si elle se complexifie avec le temps. Mais Enoch, quand elle le rencontre, il a déjà presque 20 ans, ou 20, 21, 22 ans. Il a toute une vie derrière lui, et c'est un personnage qui est hyper complexe, qui a un vécu très dur, qui a des origines très dures aussi, qu'il a du mal à accepter, qui lui ont fait du mal, mais en même temps dont il est fier. Enfin, c'est vraiment un personnage dans lequel je me suis totalement reconnue, que j'ai adoré suivre, et mon Dieu, tous les passages avec lui sont absolument géniaux. Il y a un chapitre qui m'a donné tellement de frissons que j'ai cru que j'allais en pleurer tellement c'était beau, et pourtant c'était horrible ce qui se passait dedans, mais c'était tellement bien écrit, j'étais tellement projetée dans l'univers que c'était terrible. J'ai adoré ce bouquin, et voilà, plus que tout. Donc franchement, si jamais vous ne connaissez pas La Voix des Oracles de Selphie, mais foncez, parce que c'est une des meilleures séries jeunesse que j'ai lues depuis au moins 1 an ou 2, et voilà, franchement il n'y a pas photo, allez-y, et moi je vais me jeter sur le tome 3 comme la misère sur le monde, maintenant que j'ai à nouveau le droit d'acheter des livres. Oui! Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme vous pouvez constater, j'ai parlé d'acheter des livres parce que oui, mon challenge 0 achat c'est terminé. Alors je ne l'ai pas réussi puisque j'ai craqué à 1 semaine de la fin, j'ai acheté un livre chez une amie libraire à moi. J'ai honte, mais en même temps, désolée, pas désolée, quoi. Voilà, c'est la vie. Mais maintenant, j'ai à nouveau le droit d'acheter des livres, donc je vais pouvoir acheter la suite de ce petit bijou, entre autres. Et aussi du Palais de Merveille et de plein d'autres choses que j'attendais avec impatience. Voilà, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà un petit moment que je parle. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces bouquins et dites-moi que vous avez aimé La Voix des Oracles parce que ça me ferait trop plaisir. Et sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite et faites de super belles lectures en attendant. Ciao!